Merci à vous tous de pouvoir être présents après votre journée de travail. Alors, nous avons choisi de rapporter l'intervention de Madame Véronique Coutureau-Vicaire, qui est psychologue à l'hôpital Bichat. Elle s'est penchée sur l'impact psychologique du Covid chez les soignants. Son intervention met en avant la place et le travail du psychologue à l'hôpital dans cette période de pandémie où l'agitation à l'intérieur de l'institution contrastait avec le confinement de l'extérieur. La psychologue permet par ailleurs, au travers de son intervention, d'insister sur la remise en activité de la pensée, mais au moment opportun. Alors, son idée est partie d'une situation pendant les maraudes dans les services. Un dimanche de Pâques, donc il y a un an, une collègue psycho lui envoie une capture d'écran tirée d'un article du Monde où l'on voit une chambre mortuaire avec des cercueils. Au même instant, elle se rend compte que, je la cite, « la morgue a surgi dans son lit ». C'est une rencontre incongrue qui suscite fascination, dégoût, effroi, sensation intime de débordement, déferlement d'éléments bruts et crus, obscènes. Donc je rappelle, obscène, c'est quelque chose qui vient à l'avant de la scène alors que c'est destiné à rester caché. Elle ressent des éprouvés du mort et du vif et c'est indistinct. Elle peut dire c'est la rencontre fortuite sur une table de dissection du parapluie et de la machine à coudre en référence au tableau d'Isidore Ducasse, Conte de Lautréamont. Et elle dit aussi, enfin elle lit dans l'article du Monde et ça retient son attention, on a énormément de morts, j'ai arrêté de compter. Donc la psychologue là a été saisie sur la logistique des corps morts. C'est le trop qui fait problème. Et cela lui rappelle l'article de Michel de Musan, Les esclaves de la quantité, qui dit vraiment de façon très très synthétique ce qui vient questionner la notion de la clinique, enfin la notion clinique de la limite, vraiment autour de la limite que ça tourne. La psychologue a eu l'idée de penser la pandémie à l'aide de la nosographie de l'état limite et penser la place du psychologue dans le service de jour et dans le service Covid. Cette situation limite est en lien avec Michel de Musan. Dans son livre « La bouche de l'inconscient », cela débute par M. The Murder, le film de Fritz Lang. Cela évoque quelque chose qui erre dans la ville, que vous pouvez rencontrer ou pas, qui peut vous atteindre ou pas. Si vous êtes atteint, vous pouvez en mourir ou pas. Cela véhicule des incertitudes et des angoisses. De Musan parle, je le cite, du retour incessant d'une excitation puissante et contraignante qui, irrémédiablement, atteint le cours des choses pour en faire une fatalité. La psychologue fait alors le parallèle avec les soignants qui, malgré le confinement, le couvre-feu, sont contraints de revenir tous les jours. Alors elle rapporte, comme nous on a pu aussi le vivre au début, que le travail a été désorganisé. Il y a une mise à mal des repères qui contribue à rendre les limites poreuses et fractées. Il y a un trop plein de sensations. Ça fait ressurgir des représentations brutes. Donc, on rappelle l'article du Monde où on voit en gros caractères et en gras morgue, parapluie, quantité. Donc, tout ça se solde par une pensée opératoire avec un rabattement de la psyché sur le faire. Ça peut créer des sensations de discontinuité des choses qui ne s'inscrivent pas dans le temps. Et avec la répétition, deuxième vague, donc là on en est même depuis à la troisième, le temps est suspendu. On n'arrive pas à élaborer l'expérience puisque c'est sur fond d'angoisse. Le plan blanc a été mis en place où l'on peut déprogrammer pour réorganiser, donc désorganiser. Les témoignages des soignants fin avril indiquaient qu'ils ont été parachutés dans les services, en perte de repères. Ils ne connaissaient pas les soignants, en tout cas leurs collègues, ni les lieux. Et elle cite l'exemple que même trouver une paire de gants, c'était une montagne. Les logiciels étaient inconnus et finalement personne n'en parlait. Ces repères, ces habitudes organisationnelles, structurelles, temporaires, servent de la récurrence, à la prévisibilité, un environnement sécure, ce qui crée de la représentation. C'est de la par-excitation qui contient l'angoisse. Donc tout ça leur manquait.
La réorganisation vient mettre à mal le par-excitation collectif, qui est la défense première des soignants. Et aussi l'illusion d'immunisation, l'illusion courante, car on se le dit entre nous en plaisantant parfois, le malade, c'est l'autre. Derrière notre blouse blanche, on serait hors d'atteinte de la maladie. Seulement, cette première limite est flouée. La mise à mal de cette distinction malade-soignant, debout, couché, du fait de la viralité et de cette atteinte, de cette par-excitation. Donc, cette mise à mal laisse le champ libre à tous les fantasmes autour de l'angoisse de mort. Qui sera atteint? Quand? Combien? Et à toutes ces questions, le peut-être moi flotte dans l'air. La psychologue fait ensuite le parallèle avec l'expérience en psycho-oncologie. Collectivement, ils se sont interrogés sur la demande institutionnelle qui était de placarder des affichettes où il était proposé des consultations des psychologues pour les soignants. Ces affichettes étaient partout dans l'hôpital. Cette demande place le psychologue en tant qu'objet contraphobique. C'était une démarche proactive demandée par l'institution. Est-ce que l'institution convoque les psychologues au chevet de l'hôpital? Comme parfois l'oncologue demande aux psychos d'intervenir, on doit soulager à tout prix. Les psychologues ont mis en garde de l'institution que les psys n'éviteraient pas d'être au contact du Covid, n'éviteraient pas les angoisses, l'impuissance, la souffrance, la mort. Mais ce n'était pas audible. Les psychologues sont allés dans les services, c'était donc les maraudes. Et constat, il n'y avait pas de demande exprimée. C'est courant finalement, en miroir des patients qui ne sont pas en demande spontanée de soutien psychologique. Les psychologues ont entendu des verbatims des différents soignants, c'est-à-dire des infirmières, des médecins, des aides-soignantes, qui faisaient écho aux paroles de patients en oncologie. Je cite, « Si je vous parle, je vais m'effondrer, ce n'est pas le moment. » Ou encore, « J'ai besoin d'être fort en ce moment. Il faut que je me concentre sur les traitements. » Cela montre que la pensée n'est pas à l'œuvre sur le moment. Alors, la psychologue s'est dit que ce n'était pas le moment de faire avec la pensée. Elle respecte donc la défense. Elle s'est contentée de reformuler, d'accompagner. Elle les a pris là où ils en étaient, sans interprétation, sans rajouter de sens. Et c'est là où elle fait le parallèle avec Pierra Olagnier, dans son livre sur la violence de l'interprétation. Elle ne voulait pas aller plus loin que ce qui était possible. Ensuite, elle présente ses idées sur 2 axes en fonction des services où elle a travaillé, c'est-à-dire celui Covid et l'hôpital de jour. Donc, en service Covid, elle peut dire que l'équipe se centre beaucoup sur les difficultés périmortem, sur les dernières heures des patients. Ce qui est revenu, ce sont les situations où les patients étaient en chambre double et que l'un des deux décédait. Il y avait un mouvement massif d'identification. Le soignant disait « ça doit être traumatisant d'assister au décès du voisin alors que ce malade est contaminé, il peut être le prochain ». La psychologue s'est demandé, de quoi ils sont en train de parler. Ils sont en situation de témoin là. Elle avait la sensation que c'était d'eux qu'ils parlaient et pas du voisin de chambre. Les soignants étaient aux prises avec l'impuissance car les premiers mois, il n'y avait pas de protocole qui sécurisait. Ce témoin qui assiste à la mort de l'autre s'expose au traumatisme. C'était donc eux. Elle évoque son propre contre-transfert en tant que psychologue. Elle aussi était en passe de subir un traumatisme vicariant, c'est-à-dire par procuration, en recevant la décharge de tous ces morts. Elle peut même dire qu'il pouvait y en avoir 6 ou 7 dans une même journée. Dans le service de l'hôpital de jour en oncologie digestive, elle rapporte les paroles d'une infirmière. C'est comme dans un film, c'est comme si ce n'était pas vraiment à moi que ça arrivait. On fait tout comme d'habitude, comme si c'était en pilotage automatique, et pourtant, rien n'est pareil, c'est comme si ce n'était pas vrai. La psychologue évoque les notions de dépersonnalisation, de clivage fonctionnel pour faire face à une angoisse massive, à un sentiment d'irréalité massif. La psychologue s'est dit, nous en oncologie, on continue notre activité comme avant. Tout le reste de l'hôpital est en ébullition et tout est complètement déprogrammé, reprogrammé, et nous on fait comme si de rien n'était, comme les personnalités as if d'Hélène Deutsch. Est-ce réel? Est-ce néo-réel de l'épidémie de l'hôpital?
avec ce pays vide de ses habitants et l'intérieur de l'hôpital qui travaille? Cela évoque la notion de désaveu dont parle Freud pour évoquer cette forme de déni non psychotique où le sujet simultanément sait et ne sait pas quelque chose. La psychologue évoque l'idée de refaire du lien psychique. Elle cite Catherine Kulko dans l'article « C'est un passage de l'excitation à l'affect, d'une quantité à une quantité ». C'est important de garder notre capacité à penser. Alors, ils ont eu l'idée de lancer des citations, de dessiner, en parlant de notre fragilité, vulnérabilité, car nous sommes puissants et vulnérables à la fois. L'idée est de faire du partage transgénérationnel. Plus tard, avec des étudiants, mise en place dans les services d'une aide avec des thématiques, afin d'être du côté de la pensée, de la création. Les étudiants ont donc créé des films documentaires en lien avec les expériences et le décalage vécu. Alors pour conclure, on a justement relevé certaines réflexions des modérateurs à la fin de l'intervention, ce qui a pu un peu être le débat. Notamment ce qu'a pu dire Sylvie Dolbeau, elle parlait d'effet shoot, en tout cas au début, parce que c'était une situation extraordinaire. On vit quelque chose d'unique qui efface un peu la dimension traumatique. Cependant, après l'effet shoot, il y a la descente, la désillusion, la fatigue. Et effectivement, à la première vague, c'est la crise aiguë. Et puis ensuite, à la deuxième, on est plutôt dans la chronicisation. Et puis, que dire là de cette troisième vague? Bon, on en parlera peut-être secondairement. Donc, comment mobiliser collectivement les soignants après une phase hypomane? Car il s'agit de courir un marathon ou bien plutôt une course de relais. Comment les institutions pensent le soin psychique? Est-ce que la place du psychologue est pensée? Sarah Doshi a parlé de la pression sociétale qui a reconvoqué le psycho dans le système hospitalier parce qu'on navigue entre le faire et le penser. Le psychologue doit être présent, mais dans un entre-deux. Alors, est-ce que c'est plutôt sous forme de groupe d'analyse de la pratique, groupe de parole? Qu'est-ce qui peut être proposé? L'équilibre des psychologues vient de la créativité, de la flexibilité, afin que les initiatives se mettent en place. Merci pour votre attention. Merci. Merci beaucoup à toutes les deux. Je vois qu'il y a, alors je n'arrive pas à remettre la vidéo, mais ce n'est pas grave. Je vois qu'il y a une question d'Audrey qui demande quelle est votre vision à vous de tout ça. Non, je dirais que si cette intervention a retenu notre attention, c'est parce qu'on s'y est beaucoup retrouvés. On a quand même vécu des choses assez similaires. Effectivement, quand il y a eu cette annonce de confinement, c'était la désorganisation totale. Moi, je me souviens vraiment du premier jour quand j'étais dans les services, les soignants qui disaient « Oh là là, tous ces morts, qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a pas de rituel, comment on a besoin de vous, les psychos, on a besoin de vous. » Et moi, je me disais « Ouh là là, mais moi, je n'ai pas du tout envie d'être là. » Et c'était un peu de la sidération quand même au départ, je crois, pour tout le monde. On ne savait pas bien quelle vague, vraiment, plus au sens du tsunami, on allait se prendre dans la figure. Donc, c'était très anxiogène. On percevait juste une désorganisation. On savait que ce n'était pas comme d'habitude, mais il n'y avait pas vraiment, en tout cas sur les premiers jours, autre chose. Avec une forme quand même de pression. Les gens pressentaient qu'il allait avoir du traumatisme, donc on nous attendait un peu au tournant. Mais pour le coup, même si on était aussi avec notre seconde peau protectrice psychique, à savoir la blouse blanche, je crois que, en tout cas, là je parle pour moi, je me sentais tout aussi sidérée, angoissée, et ce n'était pas possible de réagir immédiatement. Je partage l'avis d'Anne-Marie avec de la sidération effectivement au départ. Et je me suis bien retrouvée dans ce que dit la psychologue Madame Coutureau-Vicaire, donc avec cette sidération et à la fois effectivement les soignants qui n'avaient pas forcément de demande exprimée,
Nous, je sais qu'au centre, on a proposé effectivement dans le service où sont accueillis les patients atteints du Covid, on a proposé le groupe justement de soutien tous les lundis. D'ailleurs, ce groupe, il vient d'être, si je puis dire, un petit peu suspendu, mais plus soumis en fait à la demande du service s'il y a une demande justement formulée, plutôt que d'y être systématiquement tous les lundis, puisqu'il a pris en fait la sauce un peu prise au départ, mais les soignants n'avaient pas forcément envie de parler de ce qu'ils étaient en train de vivre. Et puis dans ce service Covid, il y a aussi les patients en fait de post-urgence du domicile qui arrivent et qui bien souvent étaient dans des états manifestement peut-être pires que finalement les patients Covid. Donc il y a eu une certaine, je trouve aussi, banalisation dans les propos des soignants. Alors peut-être, enfin c'était en tout cas argumenté, hein, c'est-à-dire que les patients Covid leur demandaient en fait presque moins de travail que les autres, sauf que ça prenait beaucoup plus de temps pour tous ces rituels d'habillage, de précaution. Mais il n'y a pas eu de demande spécifique de la part des soignants. Voilà. Ah, le son est mauvais. Oui, certains ont des difficultés de son visiblement, Ah. pas tous. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'assistance? On a 2 minutes pour une question supplémentaire. Vous pouvez la poser dans le chat, vous pouvez lever la main. Ouais. Géraldine, c'est peut-être Géraldine Thévenet, elle a mis dans cette course de fond, avez-vous des demandes particulières actuellement, les soignants étant fatigués et mis à mal dans ce manque de perspective? Oui, les soignants effectivement sont fatigués, mais en fait, pour avoir entendu justement ceux du service Covid, ils sont fatigués en fait de ne pas avoir d'exutoire à l'extérieur, puisqu'il y a entre le confinement, le couvre-feu, il y a toutes ces petites choses, ces pauses en fait dans la vie du quotidien ou dans le week-end qui font que ça égaye quand même. Ça nous permet aussi de pouvoir retourner au boulot de façon un peu ressourcée. Mais il n'y a plus ça. Et moi, j'ai quand même entendu à plusieurs reprises les soignants dire que c'est cette vie d'à côté, aller boire un coup, voir des amis, recevoir des gens, faire un cinéma. C'est tout ça en fait qui manque et qui permettait en fait finalement de pouvoir aller mieux travailler. Et même au sein de l'institution. Oui, oui. Alors les pauses, on les a quand même un petit peu conservées. Mais, mais du coup, les pauses, c'est ça, et les pauses conservées dans les services, et heureusement qu'il y en a, euh, ça permet à la base de pouvoir partager les souvenirs de vacances, de se projeter dans les vacances futures, de se dire tiens, on a reçu telle personne, on a fait telle chose à manger. Alors heureusement, la cuisine, on en fait encore peut-être un peu plus, mais on reçoit beaucoup moins de monde, donc du coup, même ces pauses, elles sont un peu plus vides finalement de sens. Enfin, c'est ça, c'est ce que je pense moi. Hein. Le fait aussi que oui, les pauses sont quand même pas tellement en groupe habituel, mais soit par petits groupes. En tout cas, c'est sous condition. Donc, la détente, elle est quand même limitée parce qu'il faut faire attention. Il faut l'organiser d'une certaine manière. Là, cette soirée qu'on fait habituellement de façon assez conviviale au sein du CLB se fait en distanciel. Donc, ça ne crée pas les mêmes choses, en fait. Il y a une distance dans tous les sens du terme. Il y a une autre question? Oui, les projets nous manquent, les apéros dispo, Evelyne. Oui, on est d'accord, Evelyne. Bernard? Alors, ce qui est pas... une question. Oui. Est-ce que la contagiosité du Covid faisait que entre soignants et malades, il y avait une forme de suspicion ou un déclin un peu de l'empathie naturelle qu'on a dans cette relation, cette menace, autrui est menaçant.
Eh ben, c'est la question qu'on s'est posée, puisqu'effectivement, habituellement, le cancer, c'est pas du tout contagieux. Donc, il y a pas enfin, grosso modo, il y a moins ces angoisses-là de la part du soignant. Mais là, que maintenant, le patient cancéreux peut également avoir le Covid, là, du coup, le soignant peut être en danger. Donc, on s'est demandé si effectivement, c'était aussi facile d'investir un patient qui pouvait contaminer le soignant. Alors, moi, j'ai eu l'impression que oui, de mon regard extérieur, d'autant que ça demande quand même d'infinies précautions finalement pour rentrer dans la chambre, en sortir. Donc, il y a une préparation. Et dans cette préparation, il y a une préparation psychique puisqu'il y a déjà l'habillage, il y a tout le tralala finalement à faire. L'infirmier en plus est seul puisque c'est l'aide-soignant qui fait passer des choses ils sont qu'un à rentrer dans la chambre au lieu d'être deux auparavant. Donc j'aurais tendance à dire oui, mais finalement je suis tout à fait preneuse d'échanges avec s'il y a des soignants qui traversent ces choses-là différemment. Mais la question effectivement est pertinente parce qu'on s'était dit on se l'était posé en tout cas avec Anne-Marie. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, si vous avez perçu des choses. Moi, je dirais un petit mot du côté du patient, par identification sans doute. Qu'est-ce que ça peut faire au patient de ne voir arriver que des cosmonautes dont on voit à peine les yeux derrière une visière? On est encore plus indifférencié et anonymisé. Il y a 15 jours, une dame me dit « mais je vous ai déjà vu ce matin ». Bon, bah, c'était pas moi. Et à la fois, vu ce qu'elle voyait de moi, elle pouvait bien me confondre avec beaucoup d'autres. Donc je pense que là aussi, il y a quelque chose d'anxiogène pour le patient parce que rien que la façon dont on est habillé, alors à minima que le masque, euh, voire tout l'équipement pour se protéger du virus, c'est quand même pas évident, je pense, d'accueillir quelqu'un comme ça qu'on ne différencie pas d'un autre et qui, de par son équipement, véhicule l'idée de la contamination dans les deux sens. Bon, encore des abîmes de réflexion pour les mois qui viennent. Je voyais arriver en même temps un message du comité Covid du centre disant pic attendu dans 10 jours. Donc, on n'est pas encore tout à fait sorti de l'auberge. Merci beaucoup pour cette entrée en matière. On va continuer sur la partie douleur avec 2 interventions en lien avec le congrès de la SFETD. C'était également en novembre. C'était théoriquement à Lille, mais c'était bien sûr en distanciel. Est-ce que Madame Rouche et Bernard, vous voulez commencer, puisqu'il y avait des contraintes sur l'heure, si ça n'ennuie pas Sullivan? Non, ça ne me dérange pas, moi. Eh bien, merci beaucoup. C'est donc… on donne la parole à Isabelle. Allez. Je présente juste Isabelle. On travaille tous les deux en cognition. Isabelle fait des consultations de mémoire, mais elle a aussi le mérite d'être chercheur en épidémiologie. Et un des domaines qui est un peu inhabituel dans le domaine de la douleur chronique, c'est de savoir quels sont les liens entre la douleur chronique et la cognition. Et en fait, ces liens, c'est un peu comme pour la dépression et douleur chronique, les liens sont bidirectionnels. Et pour la douleur chronique et la cognition, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'une douleur chronique va modifier la cognition. Et donc, on a eu accès, va vous le dire, à plusieurs cohortes qui permettent sur le plan longitudinal de suivre les douleurs chroniques et de voir comment ça impacte leur cognition. Et puis le deuxième lien qui est moins intuitif, c'est est-ce que des modifications cognitives font le lit de la douleur chronique?
Et on peut amorcer cette discussion par les prises en charge cognitivo-comportementales. Dans cognitivo-comportemental, il y a cognition. C'est-à-dire que, est-ce que en travaillant la cognition, mais au sens général du terme, pas spécifiquement sur la douleur, on peut améliorer la prise en charge de la douleur chronique? Donc Isabelle va vous présenter les cohortes que l'on suit et les publications qui en sont sorties. Merci Bernard et merci de m'avoir invité à partager nos travaux. Est-ce que c'est bon? Pas complètement. Tu peux mettre en grand écran. Est-ce que c'est... je crois qu'il y a... Est-ce que c'est bon là ou pas? Ou c'est pas en grand écran je crois Non, c'est pas en grand écran, c'est Alors, en oui. présentateur. Oui, alors, pardon, je sais pourquoi, parce que j'ai deux écrans. Normalement. Est-ce que c'est bon ou toujours pas? Non, toujours pas. Désolée. Je recommence. Là, c'est bon. Voilà, parfait. Voilà, c'est bon. Merci. Donc, la douleur chronique, elle concerne 30 à 40% des personnes de 65 ans et plus. Et plusieurs études transversales ont montré qu'elle était associée à une altération de plusieurs performances cognitives, l'attention, les fonctions exécutives et également la mémoire. Mais le problème de ces études transversales, on regarde chez les douleurs chroniques leur cognition, c'est qu'elles ne permettent pas de préciser le lien de causalité entre douleur et déficit cognitif. Ça ne permet pas de savoir quel est l'œuf, qui est la poule. Nous, on s'est intéressé à deux questions, comme vous le disait Bernard Laurent. Donc, est-ce que d'abord la douleur chronique peut favoriser le déclin cognitif à long terme? Est-ce qu'elle peut aussi entraîner un processus démentiel? Et à l'inverse, est-ce qu'un déficit cognitif peut participer à la survenue de la chronicisation de la douleur? On va essayer de répondre à ces deux questions au travers de deux cohortes. Donc, la première sont des données qui sont issues de la cohorte PACWID, 4000 sujets de 65 ans et plus, représentatifs de la population générale et suivis actuellement depuis 30 ans en Aquitaine. Et puis, la cohorte suisse, Psycholos, donc en tout 5000 sujets, dont 1500 de 65 ans et plus, des volontaires, suivis actuellement depuis 10 ans, voire 15 ans, suivis à 15 ans en cours. Donc, première question, est-ce que la douleur chronique peut prédire l'évolution du déclin cognitif dans une population de sujets âgés? On a peu d'études qui ont évalué ce lien entre douleur chronique et cognition avec une approche longitudinale. Et la principale, c'était une étude de 10 000 sujets de 65 ans et plus, qui ont été suivis pendant 10 ans. Et donc, la douleur persistante s'est montrée augmenter le risque de déclin en mémoire de 10% et de démence de 7% sur 10 ans. Donc, cette étude a une grosse population. En revanche, la définition de la douleur était assez pauvre. C'était juste, est-ce que vous avez une douleur modérée à intense? Oui, non. On ne sait pas depuis combien de temps. Et 2 ans après, on repose la même question au sujet. Et là, on considère que quand il a dit oui les 2 fois, sans savoir ce qui se passe au milieu, il était douloureux chronique. Et puis la cognition, on avait juste un score de mémoire et qui, je ne rentre pas dans les détails, mais qui n'était pas non plus qui était hétérogène selon les sujets. Tout le monde n'avait pas la même évaluation. Et puis d'autres études, elles ne tenaient pas compte de cofacteurs importants, comme par exemple les antalgiques ou la dépression. Donc, pour essayer de limiter ces biais méthodologiques. Donc, on a travaillé avec la population issue de PACWID. On avait 713 sujets qui ont pu bénéficier d'une évaluation de la douleur chronique.
Donc, en ce qui concerne la variable de douleur, on avait défini une variable binaire, douleur chronique, modérée ou intense, depuis plus de 6 mois. Et puis les autres, soit pas de douleur, soit une douleur légère ou inférieure à 1 mois, pour être bien discriminant. Et puis les variables neuropsychologiques, on avait différentes fonctions cognitives évaluées. La cognition globale, le MMS, vous connaissez tous. Un test d'attention, un test de langage, un test de reconnaissance visuelle et puis un test de vitesse de traitement. Et puis on a tenu compte de l'âge, du sexe, du niveau d'études, de la dépression, des antidépresseurs, des antalgiques et des différentes comorbidités. Donc les analyses que je vais vous présenter donc, sont des modèles qui permettent de tenir compte de ces cofacteurs. Donc on a étudié ce qu'on appelle la cognition globale. Donc c'est une variable synthétique qui rassemble les différents tests cognitifs, un peu sur le principe des analyses en composantes principales pour ceux qui connaissent. Et puis ensuite on a regardé chaque test neuropsychologique séparément. Alors en ce qui concerne donc, les résultats de la cognition globale, donc on voit que les sujets qui ont une douleur chronique ont de plus faibles performances en cognition globale que les autres sujets, tout ça en tenant compte d'écovariables. En ce qui concerne les différents tests cognitifs, donc on a un test qui est diminué chez les patients chez les sujets douloureux chroniques, le test des codes de Wechsler, j'y reviendrai après. Donc là sur la droite, donc on voit les performances au code de Wechsler, en rose ceux qui n'ont pas de douleur chronique, en bleu ceux qui ont une douleur chronique. Donc on voit que les performances au cours du temps sont toujours meilleures chez ceux qui n'ont pas de douleur chronique. Et on voit une toute petite séparation, donc il y a toute petite influence de la douleur sur la pente de déclin des codes. Donc les codes de Wechsler, donc vous avez un modèle en haut avec 1 et puis une petite barre, etc. Et vous devez recopier en temps limité, le plus vite possible, les symboles sous chaque chiffre. Donc ce test, il implique la vitesse de traitement, l'attention, mais aussi la mémoire de travail. Si vous retenez par cœur, si vous avez mémorisé l'association, vous allez aller plus vite. Et puis les praxis, parce qu'il y a le dessin à faire. Donc, deuxième sous-question, est-ce que la douleur chronique peut entraîner, être un facteur de risque de démence? Donc là, cette fois-ci, on a repris les sujets de la cohorte PACWID qu'on a suivi sur 24 ans. La douleur chronique était évaluée au départ. On a étudié la survenue de démence tous les 2 à 3 ans pendant 24 ans avec un neurologue ou un gériatre qui allait au domicile des sujets. Donc tous les sujets qui étaient suspects un petit peu de démence étaient vus. Et puis donc on a étudié le lien entre douleur chronique et risque de démence avec des modèles ajustés et en tenant compte ou non ce qu'on appelle le risque compétitif de décès, c'est-à-dire quand on décède de manière prématurée, on a moins de risque de développer une démence, puisque la démence, elle augmente avec l'âge. Et que ce soit avec ou sans tenir compte du décès, on n'a trouvé aucun lien entre la douleur chronique et la survenue de la démence, ce qui est la bonne nouvelle de la soirée. Donc la douleur chronique modérée ou sévère, elle s'est montrée associée à de plus faibles performances cognitives globales et de manière prépondérante de la vitesse de traitement, indépendamment notamment des médicaments et de la dépression. Ce déclin est relativement modeste par rapport à celui de l'âge, mais bon, il existe quand même malgré tout, mais il ne conduit pas à la démence. Qu'est-ce qui est intéressant donc, dans les codes, on a vu qu'ils impliquaient différentes fonctions cognitives. Donc c'est un test qui est très sensible au vieillissement, c'est un test qui n'a pas d'effet plafond, donc chez des populations normales, il est intéressant. Et il s'est montré dans la même cohorte prédicteur de vulnérabilité cérébrale dans différentes pathologies neurologiques ou psychiatriques. La maladie d'Alzheimer, les AVC, le Parkinson et la dépression. Donc les mécanismes qui expliquent ces liens sont probablement multiples. D'une part, il y a la tension qui peut être captée par la douleur chronique au détriment des activités cognitives, une moindre motivation, donc
des liens entre l'insula et le cortex cingulaire antérieur, entre le lobe frontal et le noyau accumbens. Et les structures qui contrôlent la douleur chronique, hein, parmi elles, donc il y a des structures frontales qui sont aussi impliquées dans la cognition. Donc, dans les limites de notre étude, hein, notamment la grosse limite, c'est qu'on n'a pas de test de mémoire verbale, alors qu'on a vu que dans les autres travaux, on avait la mémoire verbale qui était prédite par la douleur chronique. Donc ça, c'était notre première question. Et notre deuxième question, la question inverse, donc la prédiction de la survenue de la douleur chronique à 5 ans en fonction du fonctionnement cognitif initial, avec donc la cohorte suisse. Dans la littérature, on a une seule étude, celle de Attal et collaborateurs d'Ambren, qui s'est intéressée à cette question. Et donc, ils ont fait un joli travail. Ils ont fait passer à des patients qui allaient avoir une chirurgie du genou, donc eux, ils avaient déjà une douleur au départ, hein, ou des patientes qui allaient être opérées d'un cancer du sein, qui n'avaient pas d'importante douleur au départ, des tests d'attention, de fonction exécutive et de mémoire de figures complexes. Et bien sûr, hein, d'anxiété, de dépression, etc. Et ils ont montré que des tests de mémoire visio-spatiale et exécutif étaient prédicteurs de survenue de douleurs chroniques post-opératoires 6 mois et 12 mois après l'intervention. Donc, à notre connaissance, on n'a pas eu de travaux qui ont été faits entre-temps. Et donc, on a souhaité donc évaluer cette valeur prédictive, hein, du fonctionnement cognitif sur la survenue de la douleur chronique, sur une population en population générale, donc la cohorte psycholos. Donc, on a inclus seulement les sujets qui n'avaient pas de douleur chronique à l'inclusion, qui ont eu une évaluation neuropsychologique, et on a regarder donc la douleur chronique 5 ans après. Donc là, le questionnaire douleur chronique, hein, c'est le questionnaire de l'étude de StopNet qui a été élaboré par Boissière et collaborateurs, avec 11 questions. Les 2 premières qui permettent de définir la douleur chronique, et puis après on a des détails sur l'ancienneté, la localisation et l'intensité de la douleur. En ce qui concerne les fonctions cognitives étudiées, donc la mémoire verbale, avec un test qu'on utilise classiquement dans nos consultations mémoire, les fonctions exécutives, hein, les fonctions qui permettent de s'adapter à des situations non routinières, en particulier l'inhibition, et puis des tests de langage. Donc, on avait donc de nouveau les analyses ajustées, hein, sur toujours les mêmes covariables. On avait 327 sujets qui n'avaient pas de douleur chronique initialement. Et parmi eux, on en a 30% qui ont développé une douleur chronique 5 ans plus tard. La majorité, c'était des douleurs ostéo-articulaires, rhumato. Donc, le résultat principal, c'est que donc, parmi ces différents tests neuropsychologiques, un seul, le test de Stroop, hein, qui était un test, je vous montrerai après, d'inhibition, s'est montré prédicteur de survenue de douleurs chroniques 5 ans plus tard sur les analyses ajustées. Donc, le test de Stroop, hein, l'effet Stroop, donc vous avez une planche avec des mots, des noms de couleurs qui sont écrits en une couleur différente, et on vous demande, on mesure le temps, de dénommer la couleur en inhibant le mot qu'on peut lire. Donc, de nouveau, c'est un test qui n'est pas limité dans le temps, qui est intéressant chez ces sujets normaux, voire parfois supranormaux, hein, des cohortes. Donc, nos résultats montrent qu'un déficit en inhibition et en attention sélective était prédicteur de douleurs chroniques à long terme. Donc, dans nos tests, le Stroop, hein, c'est le seul test d'inhibition sans effet plafond, et puis donc il mesure des déficits du coup fins, y compris chez les sujets normaux. Donc, quand on regarde dans la littérature, donc on a 2 études de douleurs expérimentales qui ont étudié le lien entre fonctionnement cognitif, exécutif, avec différents tests, et sensibilité à la douleur thermique.
Et ces deux études, qui sont indépendantes, ont montré que seules les performances au Stroop étaient associées à une moindre sensibilité à la douleur thermique. Donc, de meilleures performances en inhibition, moindre sensibilité à la douleur expérimentale. Et puis, donc des études sur Stroop et douleurs chroniques. On a deux études sur la fibromyalgie et sur des patients avec un traumatisme cervical qui montraient qu'il y avait un déficit au Stroop plus important chez les patients avec ces pathologies. Quelles sont un petit peu les implications cliniques de cette étude? Les patients avec une fragilité des fonctions exécutives seraient davantage à risque de développer une douleur chronique lors d'une situation de douleur aiguë. D'où l'importance chez ces patients d'une prise en charge plurimodale, à la fois cognitive et comportementale, chez ces patients soit douloureux ou chroniques, soit à risque de le développer, en tenant compte des facteurs cognitifs dans les prises en charge en thérapie cognitive ou comportementale, en adaptant ces prises en charge au niveau cognitif global de ces patients, mais aussi en mettant l'accent davantage sur les fonctions exécutives. Merci. Je vous remercie. Merci beaucoup, Isabelle, pour cette présentation bien intéressante. Comment il faut le comprendre finalement? À votre avis, comment ça s'explique, surtout la deuxième partie, c'est-à-dire j'ai bien entendu qu'il y avait une corrélation entre la fragilité des fonctions cognitives et la survenue de la douleur chronique, mais j'aurais envie de dire pourquoi. Mais ça revient sur la matrice douleur, au-delà de la première matrice premier ordre avec l'insula postérieure, le domaine nociceptif. L'insula va être régulée par le lobe frontal et la partie exécutive, les fonctions exécutives qui sont gérées par le lobe frontal qui vont pas exercer leur rétrocontrôle en fait sur la douleur, et du coup ces personnes ont double peine. D'une part, ils ont un fonctionnement cognitif qui est moins bon, mais d'autre part, ils vont davantage ressentir la douleur parce qu'elle sera moins inhibée par la cognition en fait. D'accord. Et donc en conséquence, si vous voulez, ça peut être... Pardon. Allez-y, Bernard. Ça peut être un raisonnement anatomique parce que la zone singulaire antérieure, qui est très investie dans le contrôle de la douleur, en particulier qui contrôle les sécrétions endorphiniques du tronc cérébral, c'est une zone aussi qui est investie dans le contrôle cognitif. Donc, il y a peut-être des zones qui sont à la fois engagées dans l'inhibition de la douleur et dans l'inhibition cognitive. Mais indépendamment de l'anatomie, on sait aussi que dans les thérapies cognitivo-comportementales, dans la façon de gérer la douleur, il y a l'inhibition de la pensée douloureuse, l'inhibition de l'anticipation douloureuse. Il y a quand même des mécanismes purement cognitifs qui sont de mettre à distance la douleur, éviter qu'elle nous polarise, éviter qu'on soit sans arrêt dans des cercles, des cercles routiniers de douleur. Et alors évidemment, c'est difficile à mettre en pratique, c'est-à-dire qu'on ne va pas dire à quelqu'un qui va se faire opérer, renforcer votre lobe frontal et votre inhibition. C'est un peu ce que disait Isabelle, cette double peine, elle a un côté un peu agressif, ce d'autant que souvent ces gens qui ont des déficits des fonctions exécutives font des travaux plus de force, des travaux manuels, des choses comme ça, donc ils sont plus enclins aux douleurs. Sur le plan pratique, c'est plus explicatif qu'utile pour la prise en charge de douloureux chroniques, faut reconnaître. Mais quand on fait de la prise en charge cognitive dans le TCC, c'est quand même bien ces éléments-là qu'on essaye de renforcer. Après,
peut-être en pratique, les personnes qui vont avoir une fragilité cognitive, d'une part, on sait qu'ils ressentent plus la douleur, donc peut-être plus les évaluer, plus faire attention. Et en revanche, bon, là, c'est pas nos travaux d'ici qui le montrent, mais on a montré par ailleurs que les personnes qui ont des vrais troubles cognitifs, elles vont moins exprimer la douleur, moins l'écouter, donc plus les interroger là-dessus, sur leur douleur, plus les surveiller en fait. Voilà, peut-être en pratique. Non, merci beaucoup. Je leur tourne, je suis désolée. Peut-être une question, et pour ne pas laisser quelqu'un frustré, s'il y a une question. Ça n'a pas l'air, je ne vois pas de main se lever ni de chat. En tout cas, je redis que les présentations sont enregistrées, donc si on peut aussi les revoir pour les métaboliser plus en détail du fait de notre cognition parfois fragile, surtout à 19h30. Merci en tout cas beaucoup. Et je donne la parole maintenant à Sullivan Gérard, qui est infirmier au Centre Léon Bérard et qui a choisi de parler numérique et médecine de la douleur. Alors, bonjour à tous. Je vais essayer de partager l'écran. C'est tout bon pour l'écran? C'est tout bon. Oui. Alors, je remercie tous les participants présents à cette soirée des soins de support et je vais donc vous présenter en effet le numérique et la médecine de la douleur. Alors, en novembre dernier, j'ai pu participer au congrès national de la SFETD, la Société française d'études et de traitement de la douleur. C'est une association qui réunit plusieurs professionnels de santé pour favoriser les soins, l'enseignement, la recherche en matière de douleur. Donc, comme vous disiez, Gisèle, elle était initialement prévue à Lille et crise sanitaire oblige. C'est un format inédit digital qui a été présenté. Et c'est d'ailleurs ce chouette format, complètement dématérialisé, un peu comme ce soir d'ailleurs, qui m'a inspiré le thème de cette présentation. On le voit en 2020, c'est l'année du numérique, de la e-santé, et la prise en charge de la douleur, elle doit aussi pouvoir bénéficier des nouvelles technologies. Donc, je vais vous présenter 3 projets innovants. On le sait tous, l'évaluation de l'intensité de la douleur, c'est essentiel pour adapter notre prise en charge et donc le traitement antalgique. Comme elle repose essentiellement sur une auto-évaluation, estimer l'intensité de la douleur chez des patients qui sont non communicants, comme des patients confus, sédatés, eh ben, c'est difficile. Donc, il existe plusieurs échelles d'hétéro-évaluation, comme par exemple l'AlgoPlus, qui est réalisé par des soignants et qui est basé essentiellement sur l'expression faciale de la douleur. Cependant, évaluer la douleur de l'autre, c'est soumis à de nombreux facteurs et l'évaluation, elle pourrait être objective et donc aboutir à une sous-évaluation et donc à une prise en charge inappropriée. Alors, le but de l'étude DEFI, c'est de déterminer la capacité d'un système d'intelligence artificielle à évaluer de manière fiable, rapide et objective la douleur, tout en se basant sur justement l'expression faciale. Donc, pour cette étude du CHU de Nice, c'est pas moins de 1189 patients qui ont vu leur expression faciale capturée par un logiciel. C'était avant et après des interventions chirurgicales. Toutes ces images ont été rattachées à l'auto-évaluation numérique de chaque patient. Donc, ils ont un peu tout regroupé. Et ça a donné naissance à un algorithme qui est capable aujourd'hui de prédire l'intensité d'une douleur entre 0 et 10 avec une concordance de 53% avec l'intensité exprimée par les patients. Donc, les prochains enjeux pour cet algorithme seraient de l'affiner, de l'entraîner sur une population plus large, puisque là, on était un peu plus sur du pré- et du post-bloc, et prendre aussi en considération d'autres facteurs de la douleur, tels que le rythme cardiaque, la tension artérielle ou le diamètre pupillaire. Donc, les perspectives de tout ça, pour nous soignants, eh ben, ça pourrait être une application smartphone
qu'on pourrait avoir dans notre poche à la place de notre bonne vieille feuille de papier, ou même des monitorings en continu avec une caméra au-dessus du lit et qui lancerait des alertes en salle de soins. Donc plein de questions se posent, hein, bien sûr, sur ce genre de technologie, en particulier sur la protection des données. En tout cas, cela ouvre beaucoup de perspectives. Il faut encore peaufiner tout ça et agrémenter de nouvelles études. Mais en tout cas, voilà, c'est intéressant de s'y pencher. Affaire à suivre donc pour cette reconnaissance faciale. Ensuite, du coup, après avoir capté des images de nos patients, c'est du coup à leur tour de voir des images incontournables dans l'univers des jeux vidéo ou même dans le cinéma. Les masques de réalité virtuelle, donc une technologie un petit peu plus connue là, que la reconnaissance faciale. Donc cette réalité virtuelle, elle a fait son entrée à l'hôpital ces dernières années. Elle est plutôt appréciée des patients. C'est un dispositif qui est aujourd'hui une alternative à la prémédication, principalement en chirurgie et même pendant certaines interventions chirurgicales. Donc ça joue surtout sur l'anxiété et sur les douleurs provoquées. Alors, que voient les patients? Donc les patients voient des images en 3 dimensions dans un paysage complètement immersif. Dès qu'on tourne la tête, on voit encore le paysage. On peut avoir des interactions avec nous. Et tout ça dans une ambiance sonore souvent apaisante. Tout ce qui est programme destiné aux soins, ça mélange souvent des exercices de respiration, de sophrologie et un peu d'auto-hypnose. Donc, il y a plein d'études qui ont travaillé sur la réalité virtuelle et qui supportent l'efficacité de cette réalité pour les douleurs aiguës surtout. Mais il manque beaucoup d'évidence pour un effet persistant sur les douleurs chroniques. Un exemple, à l'Université de Washington, les laboratoires Hoffman, on peut prendre leur exemple, qui ont développé un programme de réalité virtuelle qui se nomme Snowworld et qui sert à éviter aux grands brûlés des souffrances liées à la réfection de leurs pansements. Donc, c'est une image qui est tirée de cette application qui s'est un peu améliorée depuis aussi. Les patients sont complètement plongés dans un univers enneigé où ils peuvent lancer des boules de neige sur des igloos, des pingouins ou tout autre bonhomme de neige. Et ces laboratoires, ce sont des pionniers dans ce domaine puisque dès les années 2000, ils ont présenté des résultats préliminaires qui étaient encourageants dans la revue Pain. Et depuis, cette efficacité, elle est confirmée par d'autres études. Alors, comment ça marche? Du coup, c'est des images qui ont été obtenues par IRM qui montrent que la réalité virtuelle, elle agit sur l'activité de différentes régions qui est impliquée dans la gestion des émotions et également dans le contrôle de la douleur. Alors, si on devait retenir un peu quelques points clés sur cette réalité virtuelle, c'est qu'elle a fait ses preuves pour réduire les douleurs aiguës. Elle marche également pour des douleurs chroniques, mais il reste encore beaucoup de recherches à faire sur ce sujet. Il y a beaucoup de startups étrangères et même françaises qui travaillent sur le sujet. Et l'une des problématiques principales qui est relevée par les patients qui peuvent l'utiliser, c'est ce qu'on appelle le cybermalaise. Alors, c'est un peu un symptôme d'un malaise proche du mal des transports avec des nausées, des céphalées. Donc voilà, cette réalité virtuelle, c'est une belle innovation, mais qui doit être encore travaillée, mais qui mérite d'être connue. Ensuite, une autre technologie plutôt axée sur l'organisation entre la ville et l'hôpital, donc financée par l'ARS Nouvelle-Aquitaine et la région Nouvelle-Aquitaine, le programme e-parcours. Il veut mettre à disposition tout un bouquet de services numériques visant à faciliter la prise en charge de l'usager dans son parcours et toute la coordination de l'ensemble des acteurs. Donc aujourd'hui, la prise en charge de la douleur chronique, elle reste un défi de santé publique et notre système de santé a encore quelques difficultés à être globalement coordonné et centré sur une prise en charge au plus près du lieu de vie du patient, même si cela est en constante amélioration.
On peut trouver également un manque de communication entre les acteurs, quelques difficultés de partage des connaissances. Et toutes ces difficultés sont accentuées dans le modèle de la douleur chronique, puisque ce modèle de la douleur chronique dont je vous ai mis le schéma, elle n'est pas linéaire et elle s'appuie sur tout un modèle circulaire biopsychosocial. Donc le but ici, c'est d'expérimenter une organisation innovante et nationale qui passera par le numérique et la dématérialisation. Alors comment s'y prendre? Eh bien, il faut utiliser des outils qui existent déjà, qui sont disséminés un peu partout sur le territoire. Et plutôt que de perdre du temps à inventer de nouvelles choses qui existent peut-être déjà quelque part, voilà, il y a un gros travail de recherche de tout ce qui existe. Et ce nouvel outil de coordination, il devrait également être en lien avec le DMP, notre dossier médical partagé, qui est présent sur les cartes vitales, mais qui est sous-utilisé actuellement. Il pourrait y avoir un réseau social sécurisé, donc il y a déjà des choses qui existent, qui ressemblent, un outil d'aide à l'orientation, un agenda patient. Plusieurs bénéfices ont déjà été observés en Nouvelle-Aquitaine, le lieu du test. Donc, e-parcours, c'est s'inspirer des outils de coordination qui existent, c'est les améliorer pour répondre aux besoins des patients. C'est leur en ouvrir l'accès à ces patients afin de les inclure comme un partenaire actif de leur prise en charge. Donc, ce fut un tour assez rapide sur cette médecine numérique de la douleur qui a duré quand même quelques heures lors du congrès en novembre dernier. Mon objectif ici, c'était surtout de balayer quelques innovations qui peuvent parfois paraître futuristes. Moi, par exemple, sur la reconnaissance faciale, ça me paraît encore un peu loin. Vous montrer également leur réexistence et vous donner quelques noms d'études pour vous donner la possibilité d'aller plus loin si le sujet peut vous intéresser. Donc, le domaine de la gestion de la douleur, c'est donc en constante évolution et ce domaine s'adapte plus que jamais à notre époque. Donc, pour terminer ma présentation, je voudrais reprendre le slogan de la SFETD et dire que, quels que soient les outils utilisés, que ce soit numérique ou une bonne vieille feuille de papier, quelle que soit aussi notre spécialité, il faut tous marcher dans le même sens au niveau de cette prise en charge de la douleur. Et le message fort du coup de cette Société française d'études et de traitement de la douleur, c'est une même langue, un même message, luttons contre la douleur. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Suliane, de cette présentation fort innovante dans les contenus et puis fort agréable à écouter. Alors, de la même manière, moi, je suis assez… je n'avais pas vu ces présentations. Donc, la reconnaissance faciale comme moyen d'analyser la douleur, elle a été testée, si j'ai bien compris, chez des gens qui sont en capacité de s'exprimer, puisqu'on leur demande de faire une échelle numérique. Oui. Avec un taux de concordance de 53%, ils l'ont présenté comme un succès ou comme un échec? Parce que c'est pas énorme quand même. Alors, sur deux trompés, quoi. Oui, c'est vrai. Mais du coup, ils l'ont mis à côté d'évaluations faites aussi par des infirmières. C'est vrai que j'en ai pas parlé. Les concordances faites étaient meilleures avec le programme qu'avec les infirmières. Donc pour eux, c'était une semi-victoire, on va dire, puisqu'ils veulent continuer à développer. C'est des premiers résultats, mais qui sont très corrects pour eux, et du coup, ils vont continuer dans ce sens et inclure plusieurs autres facteurs pour être de plus en plus précis sur cette reconnaissance faciale et cette technologie. Donc l'EVA a encore des beaux jours devant elle. Hein. Je pense, oui. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance? Je n'en vois pas dans le chat. Moi, je voulais reprendre parce qu'effectivement, on voit beaucoup d'essais d'objectivation de la douleur en pupillométrie. Il y a eu des travaux qui ont été faits en imagerie cérébrale.
toutes ces expériences qui sont faites chez des sujets qui peuvent parler sont faites pour valider l'outil. Mais il est évident que si on utilise ces outils de reconnaissance émotionnelle faciale, de pupillométrie, d'analyse du SNA, enfin toutes ces techniques, c'est pour des patients qui ne peuvent pas parler. C'est-à-dire qu'on est dans des étapes préliminaires. Quelle est la bonne composition d'analyse de la douleur aiguë péropératoire ou chez des gens qui sont en réanimation pour éviter de les abreuver de morphine s'ils n'en ont pas besoin. Mais il n'est pas question, évidemment, de remplacer le discours, l'EVA, par ces techniques. Je crois que c'est des expériences préliminaires. Oui, c'est vrai qu'on est loin et de par remplacer exemple, en nos imagerie outils. cérébrale, bien sûr. Non, et puis il faut exiger que la douleur soit une auto-évaluation qui passe par le langage. Il n'est pas question de déroger à ce principe. Hein. Parce que le risque de dérive, c'est de vouloir classer les douleurs chez des gens qui sont capables de les décrire verbalement et de dire, par exemple, tel fibromyalgique ne souffre pas vraiment, tel lombalgique chronique ne souffre pas vraiment parce que je lui ai fait une imagerie cérébrale, une analyse du SNA et je peux vous prouver qu'il souffre moins qu'il ne le dit. C'est ça la dérive. Donc, il faut s'interdire, à mon avis, d'utiliser ces techniques chez des patients qui sont conscients et qui peuvent s'exprimer. C'est réservé au POCI relationnel, à la réanimation, à l'anesthésie, peut-être aux grands handicaps mentaux et éventuellement à la démence. Je pense que c'est ce secteur-là qui est exploré, en fait. Oui, on peut imaginer comment ça peut s'intégrer dans la démence, encore que imaginer que des tests qu'on a validés que l'expression faciale va être la même chez les déments et chez les pas déments, c'est peut-être déjà quelque chose de compliqué. Mais alors en réanimation chez des patients sédatés, on peut se demander comment la reconnaissance faciale peut… je ne connais rien à la réanimation, donc je dis peut-être n'importe quoi. Les patients pas assez sédatés vont se manifester, bien entendu, mais chez les patients sédatés, j'ai du mal à imaginer ce qu'on va pouvoir retenir. Nous, ce que l'on voit actuellement, il y a tout un groupe qui travaille sur la pupillométrie péropératoire. Oui. Et ça, c'est assez fiable. C'est-à-dire qu'ils ont bien démontré que si vous faites une analyse des pupilles qui varie très vite lorsqu'il y a une douleur aiguë, si le patient n'a pas sa dose suffisante de fentanyl, vous avez des réponses des pupilles au cours du geste opératoire. Et à ce moment-là, il y a des systèmes qui administrent les opiacés en fonction des analyses du système nerveux autonome. Ça a du sens. Ça a été proposé également en réanimation néonatale. En réanimation néonatale, où on va administrer des médicaments avec l'analyse de ces marqueurs biologiques. En somme, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'il ne s'agit pas du tout d'enlever la subjectivité du patient, mais par contre, on corrige peut-être une subjectivité du soignant dont on a besoin évidemment dans la relation de soins, mais qui dans le domaine de la douleur a tendance à minimiser la douleur de la personne qui est en face de lui. C'est ce qui ressortait des études, en effet. C'est quelque chose comme ça. Et pour répondre à Evelyne, en effet, cette reconnaissance faciale, c'était en douleur aiguë. C'était sur la douleur aiguë. Oui. Il y a toute une discussion sur l'excès des opioïdes en péropératoire. C'est ça qui excite pas mal les anesthésistes. Et on sait que cet excès d'opioïdes peut être délétère pour un certain nombre de choses, y compris dans la progression cancéreuse, etc. Donc l'idée, c'est d'adapter au mieux
les opiacés, enfin moi c'est ce que j'en ai retenu, adapter au mieux la prescription des opiacés pour éviter l'excès. Eh bien, merci beaucoup pour cette partie douleur qui nous laisse avec des abîmes de réflexion pour les deux interventions. Merci à vous trois. On va passer à la partie nutrition. C'est le docteur Pamela Funk et Mme Ingrid Furletta, qui est diététicienne, qui vont nous faire le retour des journées francophones de nutrition, bien entendu un congrès en digital, là aussi en novembre 2020. Je vous donne la parole à toutes les deux. Alors, on voit l'écran d'Ingrid, mais on ne l'entend pas. Je pense que là, c'est bon. Oui, tout à fait. Donc, moi, je vais commencer par parler d'une étude qui a été faite par le biais de Nutrinet Santé. Donc, cette étude a évalué l'impact du confinement sur l'alimentation et l'activité physique. Donc, je vais reprendre un petit peu l'actualité du Covid. Cette étude s'est faite par la cohorte Nutrinet Santé. Cette cohorte a été lancée en France en 2009. C'est la première web cohorte au niveau mondial. Actuellement, elle réunit plus de 171 000 participants, avec un recrutement qui est toujours en cours et donc la possibilité de s'inscrire sur cette cohorte. Les participants remplissent des questionnaires à l'inclusion, puis ces questionnaires vont être répétés tous les ans avec les caractères sociodémographiques, le mode de vie, le niveau d'activité physique, le suivi du poids. Et tous les 6 mois, il y a des répétitions sur l'état de santé, la prise de médicaments. Et également, tous les 6 mois, chaque participant reçoit donc des questionnaires à remplir avec des enregistrements sur les prises alimentaires sur 3 jours. Et puis, en fonction, il peut y avoir des questionnaires complémentaires. Cette plateforme est donc unique, flexible, et elle permet d'initier des nouveaux protocoles de recherche assez facilement. Donc, c'est ce qui a été fait l'année dernière, en avril 2020, avec un questionnaire proposé spécifique sur l'alimentation et l'activité physique pendant le confinement. Puis, en mai 2020, un questionnaire de suivi. Il y a eu plus de 37 000 participants. Ce chiffre a été homogénéisé pour pouvoir correspondre à la population française. Donc, on sait que l'impact du confinement a été ressenti à plusieurs niveaux. Au niveau de l'alimentation, donc, il y a eu un impact sur l'approvisionnement alimentaire, notamment avec, au moment du premier confinement, la fermeture des marchés alimentaires, une obligation pour les familles de planifier et de limiter les déplacements pour s'approvisionner. Au niveau du rythme de vie, il y a eu des modifications avec la contrainte du noyau familial qui s'est retrouvé confiné ensemble, des repas à prévoir pour l'ensemble des membres du foyer et pour l'ensemble de la journée, des pertes de repères également liées au rythme scolaire et la modification du rythme de travail. Sur l'activité physique, il y avait donc l'interdiction et la limitation des sorties avec impossibilité de faire les activités sportives collectives, la fermeture des parcs et des jardins, la limitation des déplacements, l'arrêt des déplacements domicile-travail. Également, il y a eu un impact au niveau de l'accessibilité alimentaire avec des personnes qui ont connu de fortes réductions des revenus. Et puis, un impact avec la problématique du stress, l'anxiété liée à l'épidémie, au confinement et à leurs conséquences. Donc, au niveau des résultats de cette enquête, c'est ressorti que plus de 50% des participants ont modifié leur habitude alimentaire,
soit à cause du changement de mode de vie ou d'approvisionnement ou des changements qui ont été volontaires. 20% de ces participants ont augmenté leur grignotage, 23% ont perdu du poids, 35% en ont pris. Au niveau de l'activité physique, il y a eu une diminution dans 50% de la population, une augmentation de la sédentarité pour 2/3 des participants. Au niveau des apports énergétiques, dans 25% des cas, il y a eu une augmentation des apports et une diminution pour 33%. De là est ressorti 3 profils de modifications nutritionnelles qui sont des profils distincts. Le premier profil a montré une stabilité, dans 43% des cas, avec pas forcément de modification, ni des habitudes alimentaires, ni de l'activité physique ou de la sédentarité. Ce profil était plutôt présent chez des hommes âgés de plus de 50 ans, avec un niveau d'éducation moins élevé, plutôt vivant dans des petites villes, qui ont toujours travaillé à l'extérieur de leur domicile pendant le confinement et avec une qualité nutritionnelle qui était plutôt élevée avant le confinement. Le deuxième profil était plutôt une détérioration au niveau nutritionnel, avec dans 37% des cas, avec une augmentation du poids, une diminution de l'activité physique, une augmentation de la sédentarité, des difficultés à conserver un rythme de repas régulier, également moins d'achat de produits frais, une augmentation des grignotages, au moins une fois par jour, la nourriture qui est venue comme une réponse à l'ennui ou à l'anxiété, une augmentation de la consommation de produits transformés comme les biscuits, les gâteaux, les sucreries, fromage et alcool, des difficultés d'approvisionnement, le stress d'éventuelles pénuries avec une accumulation de produits alimentaires et puis plus de temps passé à cuisiner. Ce profil est plutôt présent chez les femmes jeunes, plutôt éduquées, avec un niveau de revenus moins élevé. Pour des femmes qui ont connu le télétravail et avec des enfants à gérer à domicile pendant le confinement, qui avaient plutôt une alimentation ultra transformée avant le confinement et un niveau d'anxiété plus important. Le troisième profil, donc là, il y a eu plutôt une amélioration dans 20% des cas, où les personnes ont plutôt diminué leur consommation de biscuits, gâteaux, sucreries, alcool, augmenté leur consommation de produits frais, qu'ils ont plutôt essayé d'avoir une meilleure qualité de l'alimentation perçue, avec un contrôle des consommations des aliments et des boissons pour plutôt maîtriser leur poids, la volonté d'équilibrer l'alimentation et puis aussi un temps plus important à passer à cuisiner. Et là, on va retrouver des profils, plutôt des personnes avec un niveau de revenus et d'éducation élevé, des personnes qui étaient en télétravail mais sans enfants à domicile, des personnes avec des facteurs de risque, surpoids, obésité, tabac, donc ils étaient plus vigilants par rapport au risque de Covid. Et c'est des personnes qui avaient plutôt une moins bonne alimentation avant le confinement. Les conclusions de cette étude, donc ça a permis déjà de voir que cet outil, un Nutrinet Santé, a permis la collecte rapide d'informations et la mise en place de questionnaires assez facilement. Il y a un effet contrasté dans la population, donc avec ces 3 profils. Un profil avec des détériorations attendues, un profil avec une amélioration du comportement nutritionnel et un profil plutôt stable. Ça a mis également en lumière des inégalités entre hommes-femmes et également des inégalités liées aux différences de situation professionnelle, de revenus, de composition du foyer et de lieu d'habitation. Et là, actuellement, il y a des perspectives de recherche avec une étude en cours entre le lien entre nutrition et risque de Covid. Et puis, ils souhaitent aussi faire une étude sur la comparaison des comportements nutritionnels
entre 2020 et 2021. Donc, c'était avec un peu un retour à la normale. Donc, je ne sais pas si ça ne va pas plutôt être décalé dans le temps, cette comparaison. Donc, voilà pour ce premier retour de congrès qui était donc cette étude. Et deuxième information, donc on reste dans l'actualité toujours du Covid, avec les recommandations de la SFNCM sur la prise en charge des patients atteints de Covid. Donc la SFNCM, c'est la Société française de nutrition clinique et métabolique, qui, dès le début de la pandémie, a édité des recommandations avec plusieurs fiches pratiques. Donc, ils ont mis ça à disposition des soignants. Moi, je vais juste vous en présenter deux. Sur notamment voilà, la prise en charge des patients au moment de leur entrée, de leur hospitalisation, avec un objectif d'une évaluation nutritionnelle, sachant que les patients Covid hospitalisés, en général, c'est des patients à risque, soit une maladie chronique, patients âgés pour le début de la pandémie, et avec toujours dans ces cas-là un risque aussi de dénutrition. Donc, les recommandations sont celles assez classiques de dépistage de la dénutrition, avec les critères de poids, donc la mesure de poids à l'entrée, si elle est possible, la recherche de la perte de poids, notamment sur les 6 derniers mois, pour pouvoir définir une dénutrition, la taille déclarée pour pouvoir ensuite également calculer l'indice de masse corporelle, une évaluation clinique de la masse et de la fonction musculaire, une évaluation des prises alimentaires, donc qui peut se faire sous le format d'échelle visuelle analogique, la recherche des aversions, allergies et intolérances alimentaires pour permettre d'adapter l'alimentation au goût du patient, le dosage de l'albumine, donc ça à l'entrée, et pendant l'hospitalisation, ce qui est recommandé, le suivi du poids, au moins 2 fois par semaine, la surveillance et éventuellement la réévaluation des prises alimentaires et la prise en charge nutritionnelle. Donc, dans un premier temps, l'alimentation enrichie, fractionnée, la prescription de compléments nutritionnels oraux ou le recours à la nutrition entérale si les apports ne sont pas suffisants. Donc après, en fonction de la prise en charge, différentes autres fiches existent. Et là, je vous mets la fiche numéro 12 qui, elle, indique la prise en charge à distance de l'hospitalisation. Donc, pour tous les patients, toujours l'importance de la surveillance et de l'évolution du poids, également l'évaluation des prises alimentaires. Si des compléments ont été prescrits pendant l'hospitalisation, évaluer l'observance de la prise. Pour les patients dénutris, on peut également y rajouter l'évaluation par une diététicienne d'une enquête alimentaire, le suivi de l'alimentation enrichie, la prise des compléments, également la tolérance de la nutrition entérale si elle a été indiquée et mise en place en hospitalisation. Et puis, en fonction de la faisabilité, on peut rajouter d'autres évaluations pour permettre le suivi, qui peut être par exemple le HAND-GRIP, qui peut être les questionnaires de qualité de vie, le suivi de l'albumine. Donc voilà, donc ces fiches sont disponibles sur le site de la SFNCM si voilà, vous avez besoin d'un peu plus de détails. Je laisse la parole à Pamela pour la suite. Merci, on enchaîne les 2 présentations et puis on discutera après. Bon, bah, très bien, vous m'entendez là ou pas? Parfaitement. Partager mon écran. Alors,
On va voir si ça marche. Donc, j'espère que vous êtes encore là, que la nutrition vous intéresse, parce qu'en tout cas, c'est un sujet qui intéresse beaucoup vos patients. Et pour cela, il faut que j'arrive à partager mon écran. Ah mince. Mhm. Ouais. Là, il y a un petit quoi là. Pourtant, c'est bien connecté. Je vais réessayer. Je suis désolée. Hein. Ça marche d'habitude. Si tu n'y arrives pas, Pamela, l'alternative, c'est que tu m'envoies ton diaporama par mail. Bah, écoute, on va faire ça. Je suis vraiment désolée. Éventuellement, comme l'heure tourne, est-ce que Marilyn, tu peux… Je peux partager le diaporama de Pamela. Ah bah parfait. Vous le voyez? C'est bon, Pamela, tu le vois? Ouais, je le vois. Allez, c'est parti. Merci Ingrid. J'ai dû avoir un petit couac avec les réglages de mon ordinateur. Donc du coup, moi, je suis le docteur Funk de Blaise. Je suis le médecin référent de l'unité transversale de nutrition au dispo au CLB. On va passer à la diapo d'après. Je vais vous parler de deux choses. Premièrement, des recommandations d'activité physique et nutrition et cancer, parce qu'il y a une nouvelle recommandation qui est sortie dans le thésaurus de cancérologie digestive, le TNCD. Le TNCD, c'est quelque chose qui guide dans les RCP d'oncologie digestive le choix du traitement. Donc, c'est quelque chose de très important que la nutrition et l'activité physique aient été impliquées auprès des oncologues. Puis, deuxièmement, je vais vous parler de l'autosondage, de la mise en place par le patient de la nutrition, d'une sonde de nutrition nasogastrique en vue d'une nutrition entérale. Donc, on va passer. Donc voilà, donc le TNCD de nutrition activité physique, les objectifs sont de maintenir l'état nutritionnel, de prévenir la dénutrition et de traiter la dénutrition, afin d'éviter la complication en rapport avec la dénutrition elle-même, l'état carentiel, et de diminuer aussi les complications liées au traitement. La stratégie est bien sûr à adapter selon le projet, c'est-à-dire que les objectifs nutritionnels ne seront pas les mêmes au niveau curatif que si le patient est plutôt sur un traitement palliatif et bien sûr du contexte du patient. Tu peux cliquer. Et après le traitement, il faut faciliter le retour à la vie sociale ou à la vie active, améliorer la qualité de vie et la survie. Et s'il y a une obésité, plutôt d'améliorer la composition corporelle en diminuant la masse grasse et en augmentant la masse maigre. Pour ce qui est de la chirurgie, en oncologie digestive, il n'y a pas de chirurgie mineure. C'est souvent des chirurgies très délabrantes qui en plus traitent le tube digestif. Donc, c'est des chirurgies lourdes. Si le patient est non dénutri, il est recommandé de mettre en place une immunonutrition par l'impact oral et c'est prescrit par le chirurgien. Par contre, si le patient est dénutri, et ça c'est moins fait, il faut mettre en place une nutrition artificielle avant la chirurgie. Les objectifs nutritionnels sont entre 25, si tu peux cliquer, 25 et 30 kilocalories par kilo par jour et 1,2 à 1,5 g de protéines par kilo. Et il existe aussi une indication à la mise en place d'une suivi kiné ou par un éducateur d'activité physique adaptée avec des exercices structurés d'aérobie et de renforcement musculaire, que ce soit en préopératoire comme post-opératoire. Voilà, les objectifs sont la diminution des complications post-opératoires,
la diminution de la morbidité avec diminution des fistules, d'infections, de durée d'hospitalisation et une meilleure capacité ventilatoire avec un meilleur profil métabolique. Et les études montrent que la prise en charge nutritionnelle accouplée à l'activité physique réussissent à diminuer ces complications. Pour ce qui est de l'oncologie médicale, donc quand le patient est en cours de traitement par chimiothérapie ou par thérapie ciblée, je peux passer la diapo. Ça ne veut pas. Eh bien, décidément. Donc, pour l'oncologie médicale, il est recommandé la mise en place d'une... les objectifs sont entre 30 et 35 kilocalories par kilo et 1,2 à 1,5 g de protéines par kilo. L'objectif est de diminuer les effets secondaires des traitements, de diminuer la survenue d'infections, parce que la dénutrition cause cela aussi, et aussi diminuer un traitement suboptimal du fait de la dénutrition, parce que certains patients vont avoir des réductions de doses de chimiothérapie ou de thérapie ciblée, ou bien d'espacement des chimiothérapies du fait de la dénutrition. Je sais pas voilà. Et du coup... C'est bloqué, ça aussi. Bon, bah. La nutrition parenterale sera à recommander si et seulement si la nutrition entérale, donc en utilisation du tube digestif, est non possible. Et il faut bien sûr proscrire tout ce qui est régime cétogène, régime faible en protéines, régime, qu'est-ce que j'ai eu aussi, pas d'aliments acides, régime, j'avais un patient qui faisait des régimes avec du riz complet exclusif pendant 10 jours, une fois par mois. Tous les régimes sont à proscrire et cela se fait à toutes les échelles de la prise en charge médicale et paramédicale. C'est-à-dire que les recommandations de toute personne médicale ou paramédicale peuvent avoir un effet sur la dénutrition de nos patients. En ce qui concerne sur la diapo 6 l'activité physique, les objectifs sont de diminuer la fatigue, l'anxiété, la dépression, les troubles du sommeil, l'image du corps et du bien-être. Et vraiment, l'activité physique a montré, surtout en termes d'asthénie, donc cette fatigabilité quand les patients en cancérologie, un bienfait à ce niveau. Ça améliore la qualité de vie des patients et ils ont une meilleure observance aux soins. Les moyens sont la lutte contre la sédentarité et il faut promouvoir les activités aérobies et le renforcement musculaire. Et tant que possible, prescrire à un éducateur d'activité physique adaptée, sachant que nous, dans le centre, on l'a, dans tous les centres, il n'y en a pas, mais au moins pousser vers cela. Parce que la première chose qu'on dit à un patient quand on diagnostique un cancer, c'est « prends soin de toi ». Il faut que tu prennes soin de toi. Et le patient, ce qu'il va faire, c'est « ok, je vais prendre soin de moi ». Je vais me jeter derrière le lit et c'est souvent ce qu'on fait, que ce soit à la maison, mais autant plus dans le cadre hospitalier. Et c'est quelque chose qu'il faut lutter et pour ça, on a besoin de toutes les personnes qui vont, que ce soit l'équipe paramédicale, que ce soit l'équipe médicale, de lutter contre cette sédentarité qui se fait si facilement et qui peut être délétère pour nos patients. On peut passer. Alors, en termes de situation palliative, et comprenez bien que le palliatif englobe beaucoup de choses, parce que l'oncologie médicale, on a du palliatif aussi quand c'est au début de prise en charge. Là, je vais plutôt parler de la situation palliative plutôt terminale, où on privilégie surtout la qualité de vie et où l'alimentation artificielle, quand la survie est estimée à moins de 3 mois, s'est montré vraiment délétère, avec inefficace, parce que la cachexie, donc la dénutrition est tellement instaurée dans le patient qu'on n'arrive pas à la transformer et à reproduire du muscle ou du gras, avec des troubles métaboliques qui peuvent survenir, avec des œdèmes, avec majoration du risque infectieux, notamment si on fait une nutrition parentérale sur un cathéter. Et donc, il faut privilégier les conseils diététiques plaisir, les compléments nutritionnels oraux, et il faut lutter aussi contre ce forcing fait aussi souvent par la famille en poussant à manger, parce que les familles veulent agir sur, pas seulement la famille parfois, mais agir sur la maladie et c'est la façon qu'ils ont. Mais cela crée un rétrocontrôle négatif au niveau du plaisir et du coup, les patients tout simplement mangent moins au bout d'un moment.
Il faut lutter contre les complications de l'alitement et les symptômes inconfortables, voilà, et lutter contre l'alitement tant que possible. Donc, maintenant, on va passer à un autre versant qui sort un petit peu de ce qu'on entend beaucoup parler, c'est l'autosondage, donc la mise en place d'une sonde de nutrition artificielle pour une nutrition ortérale, et ce par le patient. Et ça, c'est une étude qui avait été faite pour voir la faisabilité et l'acceptabilité de ce type de soins. Et on va passer... Là, vous allez voir le type de tubes qui sont mis. Donc, c'est des sondes siliconées de faible calibre, vous voyez, et sans guidon. Donc, elles sont très souples. Et cela avait été fait chez des patients, proposé à des patients en pré-chirurgie, en chimio avant la chirurgie et en oncologie médicale qu'on dénutrit et qui ne couvraient pas les besoins. En termes de résultats, voilà, le schéma, c'était qu'ils étaient éduqués par l'infirmière le J1 et sur 3 jours après, en HAD, avec une infirmière d'HAD qui se déplaçait à domicile dans ce centre-là. Et en termes de résultats, on voit qu'en fait, ils ont inclus 88 patients sur chez qui c'était indiqué vraiment cette nutrition entérale. Et ils ont eu très peu de complications sévères, très peu de pneumopathie. Une fois sur 2, la sonde n'était pas bien en place, mais le patient le repositionnait et il n'y avait pas de pneumopathie. Et ce qui est intéressant de savoir, la raison pour laquelle je vous présente cette étude, c'est que l'acceptabilité par le patient était excellente. Pour la nécessité de la nutrition entérale, le patient acceptait à 78%. Pour les patients qui étaient dénutris sévères avec des apports qui étaient très bas, l'acceptabilité était meilleure à 82%, moindre si les apports étaient conséquents. Et si l'autosondage, donc la mise en place par le patient lui-même, la sonde était proposée, l'acceptabilité était de 80%. Et dans cette étude, il n'y a eu aucun patient qui a été mis sous nutrition parentérale pour refus de nutrition entérale. Donc ça, c'est important de changer, nous, notre vision par rapport à ce type de soins, parce qu'on arrive souvent avec une appréhension et parfois les mots qu'on peut utiliser comme gavage ou comme une fois, j'avais un patient qui était au bloc et on a parlé de torture ou de même de souffrance par rapport à cette sonde-là, et ben, je pense que ça change aussi la perception et l'acceptabilité du patient. Donc pour finir, pour conclure, en 2020, ce qu'on fait, oui, voilà, donc dans un autre sens, c'est utilisé systématiquement pour tous les cancers métastatiques au pancréas actuellement. Donc, pour conclure, donc il faut dépister, et ça, c'est à tous les stades de la maladie et par tous les soignants. Il faut prendre en charge selon le projet, curatif, palliatif, terminal. Il faut favoriser l'entéral, plus. Il faut favoriser l'entéral, et savoir le vendre, en être convaincu. La place de l'autosondage à explorer, et pour l'activité physique adaptée, les bénéfices sont multiples. Donc, il faut sortir les patients du lit quand cela est possible. Le plus dur, c'est d'y penser. Voilà, pour ma part. Merci beaucoup, Pamela, et merci de l'enthousiasme avec lequel tu nous vends l'alimentation en général et l'alimentation entérale en particulier. Une petite question, dans l'étude que tu présentes sur l'autosondage, la sonde est mise une seule fois ou remise si jamais il y a un problème. Ce n'est pas du sondage récurrent comme font les enfants avec la mucoviscidose ou des choses comme ça? Et si, c'est du sondage récurrent. En fait, l'éducation se fait sur 3 jours. Le premier jour, c'est l'infirmière qui met la sonde au patient. Les 2 autres jours, c'est le patient qui met la sonde et qui est contrôlé le geste est contrôlé par l'infirmière. Et ce qui est bien avec l'autosondage, c'est que le patient peut le mettre et l'enlever quand il veut. Et que parfois, le patient, il va avoir sa fête de Noël et il y aura ses petits-enfants qui vont venir et il n'a pas envie d'être vu avec une sonde de nutrition entérale. Donc, du coup, il enlève la sonde et il la remet après. Ou bien le patient, il a des apports qui sont très bas pendant le post-chimiothérapie précoce, mais beaucoup plus importants pendant les 2 semaines d'après. Donc, du coup, il n'en a besoin que pendant 1 semaine et il l'enlève après. Et ça donne une autonomie qui est formidable pour le patient. Donc, il peut l'enlever, le laisser plusieurs jours, l'enlever et le mettre tous les jours. Alors, j'ai une deuxième question. Quand est-ce qu'on fait ça? Quand est-ce qu'on fait ça? On est en train de faire ça. Nous sommes en train de faire ça, Gisèle. Mais il faut qu'on sélectionne bien il faut qu'on sélectionne les patients. Il ne faut pas qu'il y ait des troubles de la déglutition. Il faut que
voilà, il y a des petits. Il ne faut pas que ça soit un patient avec un cancer ORL parce que voilà, ça ne serait pas possible. Mais les patients jeunes, surtout qui ont des enfants jeunes et qui ne veulent pas être vus, que la maladie soit vue, ça c'est quelque chose qu'on fait beaucoup chez les enfants, qu'on fait aussi beaucoup chez les anorexiques par exemple, ou un peu moins aussi parce que si elles ne vont pas adhérer. Mais je veux dire, c'est quelque chose qui se fait et qu'on peut développer. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance? Je suis désolée, j'avais rajouté une photo de moi avec une sonde, mais du coup, comme je ne l'avais pas envoyée à Ingrid, vous ne l'avez pas. Oui, c'est ça. Alors, l'année prochaine, si on fait la soirée en présentiel, on fera un atelier de mise de sonde pour tout le monde. Non, c'est pas vrai, parce que sinon, vous ne viendrez pas. Donc, non, on retrouvera le plaisir de On vous enverra la sonde par la poste. Alors, s'il n'y a pas de questions, je vous remercie beaucoup toutes les deux et on va donner la parole pour finir. On finit toujours par les soins palliatifs, hein, c'est dans l'ordre des choses. À Marilyn, qui va nous parler à la fois du congrès de l'ASFAP et de la journée de l'ASFAP sur les pratiques sédatives. À toi, Marilyn. Oui, tout le monde m'entend? Oui, oui, tout à fait. Ok, parfait. Alors du coup, ça faisait un peu beaucoup de parler des deux. Surtout que sur le retour du congrès, j'ai choisi de parler de la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, où il y a eu 2 ateliers dessus au congrès de l'ASFAP. C'était assez dense, donc je me suis concentrée là-dessus. Donc j'espère que vous n'êtes pas tous endormis, parce que je vais vous parler de la sédation. Vous voyez mon diapo? Oui. Parfait, ça marche. Donc, il y avait 2 ateliers, un qui parlait de l'analyse de la demande et l'autre de l'analyse des pratiques. Donc, on a commencé par l'analyse de la demande avec un premier cas clinique d'une patiente qui souffre de sclérose latérale amyotrophique, hospitalisée en unité de soins palliatifs. Elle avait déjà fait des tentatives de suicide, elle avait parlé d'aller en Suisse. Et elle avait mis des directives anticipées en disant clairement qu'elle ne voulait pas souffrir en cas de détresse respiratoire et être sédatée. Une patiente très angoissée. Il parle d'une grande souffrance existentielle et exprime son souhait de mourir. Donc, elle est rassurée de savoir que la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès existe et qu'elle pourra en bénéficier. Et puis, à un moment donné, elle dit « ça y est, voilà, le 8 avril, je veux être sédatée, ce sera 1 mois après mon anniversaire, c'est pas mal. » Donc, autour de ce cas, on va parler un peu du rôle de la temporalité. En effet, ça a mené des désaccords en fait, dans la prise de la décision. Est-ce qu'il fallait accéder à son désir au nom du respect de son autonomie? Est-ce que le fait d'accéder à une date précise peut la rassurer et éviter une sédation en urgence qui peut être vécue comme plus traumatisante par les soignants et par la famille? Ou est-ce qu'il faut refuser une certaine scénarisation de la mort? Est-ce que fixer une date revient à réaliser un suicide assisté déguisé? Et est-ce qu'on n'apporte pas une réponse technique à une question effectivement existentielle? Donc, ça pose un problème éthique. Donc, effectivement, le rôle de la temporalité est important. Il faut prendre le temps d'écouter, le temps de décider et prendre en compte les différentes perceptions de ce temps entre les soignants, le patient, la famille. Et il faut redonner du temps au patient en saisissant la complexité de la demande, toute son ambivalence. C'est vrai qu'on a souvent, derrière ces demandes de sédation, les demandes de dormir en fait profondément. Et souvent, suite à ces demandes, on rentre dans une négociation entre le soignant et le patient, ce qui permet finalement de resocialiser le patient dans sa fin de vie et donc de lui redonner du temps. Il y a donc une étude Sédasens
qui a analysé un petit peu les motifs de ces demandes. Donc, c'est une étude qualitative descriptive de Montpellier qui ont fait cette étude sur 4 établissements. En fait, ils ont fait des entretiens semi-dirigés auprès de patients qui ont fait une demande de sédation profonde et continue, maintenue jusqu'au décès. Et ils ont donc regroupé plusieurs concepts communs entre ces différentes demandes. Donc, il y avait souvent une absence de crainte de la mort et un désir de mourir très présent, après une période d'ambivalence chez ces patients qui sont dans une souffrance existentielle et une perte d'espoir complète. Il y a souvent une représentation psychique de la mort sous sédation comme une mort paisible. Et alors, ils avaient noté un niveau d'étude élevé chez les patients qui faisaient ces demandes. Donc ensuite, on va parler de l'analyse de la pratique avec un deuxième cas, un patient atteint d'un néo-ORL d'évolution lente, qui avait refusé de lui-même les traitements spécifiques oncologiques depuis 1 an, donc, pareil, dans une souffrance psychique, il avait déjà fait des tentatives de suicide, il avait très peur de souffrir et il a demandé à accéder à cette sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. Donc, ils ont fait la réunion de concertation pluridisciplinaire et ils ont dit que ça ne répondait pas aux critères comme cités dans la loi, donc notamment pas de pronostic vital engagé à court terme, pas de symptômes réfractaires, un performance statut, un bon état général. Finalement, le patient est décédé quelques jours plus tard. Donc, on va discuter un peu du processus décisionnel d'accès ou de refus à la sédation profonde et continue. Effectivement, dans ces demandes, il peut y avoir souvent une confusion entre la sédation profonde et finalement une demande d'euthanasie ou de suicide assisté, donc, une demande masquée, ce qui peut amener à une confusion dans l'intentionnalité des soignants aussi. Là, ce qui pose problème, effectivement, c'est le symptôme réfractaire. Le patient là, est dans une souffrance psychique existentielle. L'Association européenne des soins palliatifs a décrit que c'était un critère trop subjectif pour accéder à une sédation, effectivement. Et le pronostic vital engagé à court terme, pareil, c'est quand même très difficile, ça reste très probabiliste et voilà, c'est pas très précis comme critère. Donc, il faudrait proposer un processus décisionnel un peu plus encadré pour ces demandes d'accès à la sédation profonde et continue. La frontière est mince entre soulagé et précipité. Il y a une juriste qui est intervenue aussi et qui a donné aussi une approche juridique. Voilà, la loi Claeys-Leonetti en 2016, il y a une révision et des précisions faites par l'HAS et l'Institut des affaires sociales en 2018. Ce soir, ils sont aussi en train de s'affairer autour de la fin de vie. Donc, il y avait effectivement ce pronostic vital engagé, la souffrance réfractaire qui ont été révisées et précisées, mais il reste encore des difficultés, notamment par l'hétérogénéité des pratiques en fonction des moyens et du personnel. On voit bien dans les EHPAD où ça peut être quand même plus compliqué. Cette procédure collégiale qui aussi n'est pas toujours simple à mettre en place. On voit bien avec les médecins généralistes en HAD, c'est pas toujours évident de pouvoir réunir et de discuter en commun de tout ça. Donc, effectivement, la loi doit peut-être être ajustée et faire en fonction un petit peu de toutes ces difficultés. Et il y a enfin l'approche psychosociale, en intervenant à noter ses observations. Il a observé 4 équipes de soins palliatifs à Marseille. Et il en est ressorti que des critères psychosociaux interviennent dans les modalités de la mise en œuvre de la sédation. En effet, le rapport socio-symbolique des soignants va influencer notre prise de décision. Forcément, on a nos propres représentations, nos propres valeurs, notre
propre éthique personnelle et professionnelle. Donc, effectivement, d'une équipe à l'autre, ces rapports socio-symboliques ressortent. C'est donc l'expression d'une microculture au sein d'une macroculture palliative. Ces divergences idéologiques peuvent entraîner une segmentation de la communauté palliative, notamment autour de paramètres avérés comme sur la fin de vie et quand est-ce qu'il va mourir, le soulagement d'un patient, voilà, d'un soignant à un autre, on n'a pas la même vision. Donc, ça rencontre des difficultés et des différents modes de pratique, de positionnement et de perception des soins palliatifs. Je vous ai mis les références du congrès de la SFAP. Voilà. Je n'ai pas mis les références des références, c'est beaucoup. Donc voilà, alors ce soir, effectivement, bon, on aura un peu le... Peut-être des choses vont changer sur ce que je vous ai dit, mais voilà, ils sont en train d'en discuter. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Marilyn, pour ce tour d'horizon et ces questions qui restent quand même bien vifs. Peut-être le temps que les questions arrivent. Ce qui est frappant, c'est que les deux cas cliniques qui avaient été présentés et que tu reprends sont précisément ce qui, sur les recommandations de la HAS, ne correspond pas à des demandes de sédation profonde, enfin des indications de sédation profonde. C'est des demandes d'euthanasie, en fait. C'est des demandes d'euthanasie ou suicide assisté. Ce sont des patients qui ont fait des tentatives de suicide. La plainte principale, c'est la souffrance psychique. Donc, on voit bien qu'on est... Et c'est toujours comme ça. Enfin, la sédation qui répond à un symptôme réfractaire de dyspnée ou de pose pas tellement de problèmes ni pour celui qui la demande ni pour celui qui y répond. Mais là, on voit bien qu'on est dans une demande de sédation parce que la demande d'euthanasie n'est pas possible. Or, la sédation profonde et continue n'est pas une réponse, en tout cas d'emblée, à la demande d'euthanasie, quoi. Et du coup, ça braque les soignants en face qui disent « Mais non, le patient n'est pas en fin de vie, pouf, 4 jours après, il est mort. » Comme ces demandes interviennent sous forme de demande de sédation, mais sont des demandes d'euthanasie, ça met en difficulté les équipes soignantes qui refusent, y compris dans des situations où ça aurait pu être indiqué, parce qu'en effet, la souffrance est intense, on est très proche du décès, etc. C'est vrai que sur la souffrance existentielle, je trouve ça très compliqué, effectivement, de faire la part des choses. Enfin, c'est très subjectif, donc c'est vrai que c'est souvent voilà, les deux cas cliniques, c'était ça, hein, c'était vraiment deux cas de souffrance existentielle, et c'est vrai que finalement c'est difficile, je trouve, de répondre et de soulager les gens lorsqu'ils sont face à ça, hein. C'est ça, et on entend dans ce que tu dis, les gens sont face à ça, donc tu ne sous-estimes pas l'ampleur de ce qu'ils vivent, et le risque aussi. Ah ben, ça se voit pas, hein, donc sous-estime pas l'ampleur de ce qu'ils vivent, mais la médecine est-elle en capacité, d'une part, et est-ce son rôle de répondre à une souffrance existentielle, quoi. Des questions, des remarques. On est pile à l'heure, c'est incroyable. J'étais rapide. On est pile à l'heure, donc on a le temps pour une question ou deux si vous le souhaitez, ou une réaction ou deux. C'est pas facile, hein, de réagir et d'interagir sur un format webinaire. Vraiment, dès qu'on peut se revoir tous, on se revoit et on refait en présentiel. Alors, s'il n'y a pas de questions supplémentaires, il me reste à remercier tous les orateurs pour leur présentation très variée et complémentaire, permettant de faire
un tour d'horizon des différents champs des soins de support. Merci aux auditeurs qui ont eu le courage de rester jusqu'à la fin. Vous êtes restés nombreux jusqu'à la fin et je vous en remercie beaucoup. On va mettre donc à disposition les enregistrements audio assez rapidement, hein, le temps que ce soit travaillé. On compte sur vous l'année prochaine. On espère vivement vous voir d'abord dans les congrès, puis à la soirée ici. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Rentrez vite, ne rencontrez pas trop de gendarmes ou bien n'oubliez pas votre attestation. Et l'année prochaine, on pourra faire différemment. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée.